Le Troisième Reich fut l'appellation officielle du régime au pouvoir en Allemagne de janvier 1933 à mai 1945. Cette expression fut adoptée par Hitler qui considérait son gouvernement comme étant la suite logique des deux empires précédents. Le Premier Reich, c'est-à-dire le Saint-Empire romain germanique, qui subsista de 962 jusqu'à sa dissolution par Napoléon en 1806, et le Deuxième Reich, fondé en 1871 par Bismarck et qui dura jusqu'en 1918. Selon le Führer, le Troisième Reich devait durer 1000 ans. Il n'aura fallu que 11 ans pour que le Troisième Reich, assiégé de toutes parts, soit sur le point de s'écrouler. Les armées de l'air américaines et britanniques avaient pratiquement détruit la Luftwaffe et bombardé l'Allemagne depuis des mois 24 heures sur 24. Les forteresses volantes B-17 puissamment armées de l'US Air Force attaquaient de jour. À la tombée de la nuit, les Lancaster britanniques prenaient la relève et lâchaient des milliers de tonnes de bombes sur les installations militaires. Maîtres du ciel, les Alliés pouvaient désormais lancer en avant leurs forces terrestres pour l'estocade finale. En janvier 1945, les forces américaines, britanniques et françaises repoussèrent en Allemagne les forces de la Wehrmacht qui s'étaient enfoncées en Belgique lors d'une contre-attaque de la dernière chance, la bataille des Ardennes. À l'est, l'armée rouge avançait rapidement vers les frontières du Reich. Des milliers d'hommes se faisaient face pour la dernière bataille. Pour l'Allemagne, c'était le début de la fin. Mais Hitler était prêt à voir son peuple périr dans les flammes plutôt que de se rendre. La guerre avait duré 5 longues années. Le nouvel an 1945 arriva avec l'espoir que tout serait bientôt fini, mais les bombes tombaient toujours sur Londres. D'abord des bombes volantes, V1. Puis des fusées V2, qui pouvaient être lancées de plusieurs centaines de kilomètres et que l'on ne voyait ni n'entendait avant qu'elles n'explosent en semant la mort. Qu'ils étaient loin, ces premiers jours de septembre 1939, où l'Angleterre et la France, à la suite de l'invasion de la Pologne, avaient déclaré la guerre à l'Allemagne. En revanche, personne n'avait oublié les alertes, les bombardements, les restrictions, les victoires de Hitler qui paraissaient ne jamais devoir prendre fin. Mais heureusement, le vent avait tourné et le débarquement en Normandie avait sonné le glas de l'occupation allemande. Au cours de l'hiver 1944, la guerre se déplaçait enfin sur le sol allemand.
La bataille des Ardennes avait été la dernière occasion pour Hitler de stopper l'avancée britannique et américaine. Une fois son échec avéré, il ne restait plus qu'une solution pour la Wehrmacht, résister. Derrière le Rhin, Hitler avait édifié la ligne Siegfried. Des dents de dragon en béton et des blockhaus attendaient les Alliés. Le Rhin coule de la Suisse à la mer du Nord. Le franchir exigeait autant d'hommes et de supports logistiques que ceux nécessités par le débarquement en Normandie. Eisenhower était toujours le commandant en chef des armées alliées, mais ses conceptions stratégiques ne correspondaient pas à celles du maréchal Montgomery. Montgomery souhaitait que les Alliés fassent une percée au nord en direction d'Anvers et d'Aix-la-Chapelle. De là, ils progresseraient dans les vastes plaines du nord, constituées de terrains propices à la manœuvre des chars. Puis ils s'empareraient des ports allemands de Brême et de Hambourg, en devançant les Russes. Churchill entrevoyait déjà l'après-guerre et ne voulait pas laisser aux Soviétiques le contrôle de l'Allemagne. Mais ces derniers avançaient vers Berlin à grands pas. Le général Eisenhower préférait l'idée d'une poussée générale vers l'Est, de manière à border le Rhin sur un large front. Au début du mois de février, en accord avec Patton et Bradley, Eisenhower prit sa décision. Montgomery fut autorisé à avancer vers le nord, pendant que les Américains continueraient leur progression à l'est. Les armées alliées traverseraient le fleuve en plusieurs endroits et se dirigeraient ensuite vers le cœur industriel de l'Allemagne, la Ruhr. À la fin de 1944, Hitler disposait encore d'une soixantaine de divisions sur le front de l'Ouest. Ces unités, très amoindries, comprenaient beaucoup de vétérans et de jeunes recrues qui ne s'étaient encore jamais battus. C'est au 21e groupe d'armée du maréchal Montgomery que revenait l'honneur de mener les dernières offensives de la guerre. L'opération véritable débuta le 8 février 1945. Les troupes de Montgomery venant de Hollande progressèrent vers le nord-ouest de l'Allemagne. L'avance de la 9e armée, au sud du dispositif, fut ralentie par des fondrières remplies d'eau boueuse. Les Allemands avaient ouvert les vannes du barrage de Chaminal, déversant ainsi des millions de mètres cubes d'eau sur le chemin des Alliés. Après des moments d'attente pénibles, les eaux commencèrent à se retirer. Le 7 mars, les chars de la 3e armée de Patton percèrent les défenses allemandes de Leifel, extrémité allemande des Ardennes, et atteignirent le Rhin près de Coblence. Le 11 mars, la jonction entre les troupes américaines et britanniques était réalisée. La plupart des villes allemandes subissaient des bombardements à toute heure du jour et de la nuit. Le 13 février 1945, 773 Lancaster bombardèrent Dresde. 135 000 personnes, plus qu'à Hiroshima, trouvèrent la mort. Sur l'ensemble de la guerre, 2 millions de tonnes de bombes furent larguées sur l'Allemagne.
Au début du mois de février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline s'étaient mis d'accord à Yalta sur le partage de l'Allemagne en zones d'occupation. Staline avait évidemment insisté pour se maintenir dans les territoires qu'il occupait déjà. Les Américains et les Britanniques avaient fortement contribué au succès des Soviétiques en leur fournissant de grandes quantités d'armes et de munitions. Leur acheminement par mer fut particulièrement coûteux en hommes et en matériel, les convois alliés ayant dû faire face aux attaques des U-boats et à celles de la Luftwaffe. Sur Terre, les matériels étaient acheminés par la grande route de l'Alaska à la Sibérie ou par les routes et les chemins de fer en Perse. En Allemagne, il n'y avait plus ni pétrole ni charbon. Combattants et armements avaient également beaucoup diminué. Et pourtant la victoire n'était pas garantie pour les Alliés. On parlait d'une arme secrète qui pouvait encore faire basculer la guerre au bénéfice des Allemands. Il fallait également compter avec la barrière naturelle du Rhin. Les Allemands battaient en retraite, mais en menant de farouches combats retardateurs et en détruisant l'un après l'autre les ponts sur le Rhin après leur passage. À moins que les Alliés ne saisissent un de ces ponts avant sa destruction, une avance rapide vers l'intérieur de l'Allemagne était fortement compromise. Les Américains parcouraient la ligne de front pour trouver un passage. Le maréchal Montgomery considérait avec suspicion cet empressement. Il souhaitait une offensive coordonnée, sans dispersion des forces, et non la recherche d'un passage rapide à n'importe quel endroit du fleuve. Le désaccord des Alliés devint patent après la prise de Cologne par la première armée du général Hodges. Après un bref mais intense combat dans la zone de l'aéroport, ses troupes se dirigèrent vers le centre de la ville. Tireurs d'élite et défenseurs de tous âges continuaient à se battre. Une équipe américaine de tournage filma le dernier combat de la prise de Cologne et de sa vieille cathédrale. Du côté allemand, le message était clair. Le combat resterait féroce jusqu'à la dernière minute. Cologne fut la première grande ville tombée entre les mains des Américains. Sa destruction était quasi totale. La cité avait été bombardée nuit et jour pendant des semaines. Peu de bâtiments restaient debout, à l'exception des tours jumelles de la célèbre cathédrale. Mais la victoire n'était pas complète. Les ponts sur le Rhin avaient été détruits et il n'y avait toujours pas moyen de traverser le fleuve. Mais la chance était du côté des Américains, comme en témoigne l'épisode fameux du pont ferroviaire de Ludendorff sur le Rhin, à environ 50 km au sud de Cologne, dans la ville de Remagen. Dans les derniers jours de la guerre, ni le haut état-major allemand ni les Alliés ne s'attendaient à un franchissement facile du Rhin. Depuis Napoléon, en 1805, aucune armée en temps de guerre n'avait traversé le fleuve. Le général Eisenhower exhortait ses unités à saisir le plus vite possible un passage intact sur le Rhin afin d'abréger la guerre. Mais les sapeurs de la Wehrmacht s'évertuaient à faire sauter tous les ponts. C'est ainsi que le capitaine allemand William Bragg
reçut l'ordre de détruire le pont de Ludendorff le 7 mars à 16 heures. Alors qu'une patrouille d'Américains approchait du pont ferroviaire, les Allemands, qui se trouvaient sur la rive est, tentèrent de faire exploser une charge de TNT. Une rupture de câble empêcha la mise à feu électrique. Après avoir neutralisé les charges explosives et sectionné les fils, les soldats américains commencèrent à franchir le pont aux alentours de 15h50. Ils étaient commandés par le sergent Alexandre Brabick. Le peloton franchit le pont en courant à travers une pluie de balles. Pas un soldat ne fut touché. Sur le coup de 16 heures, plus d'une centaine de soldats américains avaient traversé le pont. La nouvelle fut transmise à Eisenhower, qui ordonna à l'ensemble des unités disponibles dans le secteur de converger vers Remagen et de traverser le pont avant qu'il ne cède. 5 divisions s'y dirigèrent à la hâte. Mais les Allemands n'avaient pas l'intention de laisser les Américains s'introduire au cœur de leur pays. La tête de pont fut violemment prise à partie par l'artillerie à longue portée, montée sur rail, d'une efficacité redoutable. Ordre fut donné aux plongeurs de détruire le pont. Une vingtaine d'entre eux furent désignés à cet effet. Mais les tirs ajustés des Américains les firent sortir de l'eau et ils ne purent jamais approcher du pont. Les dommages occasionnés par les explosions initiales l'avaient toutefois gravement endommagé. Le génie prit des risques énormes afin de consolider sa structure en travaillant sous les coups de feu des Allemands. Les Américains continuaient pendant ce temps à faire passer sur l'édifice le plus grand nombre possible d'hommes et de matériel. Si le pont s'écroulait avant que des forces en nombre suffisant n'aient traversé le Rhin, la tête de pont pouvait devenir un piège mortel. Aussi le génie commença-t-il à construire 2 pontons près du pont Ludendorff. Cette initiative eut pour effet d'intensifier la riposte des Allemands. Ils jetèrent littéralement tout ce qu'ils avaient dans la bataille, y compris des fusées V2. La Luftwaffe, elle aussi, bombarda et mitrailla le pont, ce qui n'empêcha pas les Alliés de continuer à affluer. Au moment où le génie achevait la construction des pontons, le pont s'écroula dans un bruit infernal. En l'espace de 2 semaines, la tête de pont atteignait 14 km de large sur 41 km de long. À Washington, le général Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine, considéra que la capture du pont de Remagen était une victoire inespérée. Hitler admit par la suite que la prise du pont de Ludendorff avait causé un coup terrible au moral de l'armée allemande. Il ordonna l'exécution des 4 officiers jugés responsables de cet échec. Le capitaine Bragg survécut, il avait été capturé par les Américains. Hitler et ses généraux avaient compté sur le Rhin pour retenir les alliés occidentaux pendant qu'ils faisaient face aux soviétiques qui envahissaient l'Allemagne à l'est. Depuis janvier 1945, l'armée rouge avait progressé le long d'un large front et continuait de s'approcher de Berlin, l'objectif de Staline.
En attendant, Budapest constituait un objectif de première importance pour l'armée rouge qui progressait le long du Danube. Les Allemands comptaient tenir la ville à tout prix pour éviter que les Soviétiques n'envahissent l'Autriche. Le Danube divisait la ville en deux et les Soviétiques se battirent à Pest afin de capturer Buda sur la rive opposée. L'attaque était menée par des armées ukrainiennes. Comme les Allemands refusaient de se rendre, les combats de rue s'éternisèrent. Les Allemands firent une tentative désespérée pour approvisionner par voie aérienne leurs armées isolées, mais sans succès. Des deux côtés, les pertes étaient considérables. Le 20 janvier, le gouvernement hongrois chercha à conclure un armistice avec Moscou. À la mi-février 1945, ce qui restait des forces allemandes à Budapest se rendit. Les Soviétiques avancèrent alors vers la Tchécoslovaquie. Les habitants de Prague n'attendirent pas leur arrivée. Ils s'insurgèrent contre les forces d'occupation allemandes pendant que les Soviétiques avançaient vers la cité. Eisenhower arrêta la 3e armée à Pilsen, en Bohême, et laissa les Russes s'emparer de Prague. Le 31 mars, l'armée rouge avait pénétré en territoire autrichien, suivie par les Anglais en Carinthie, les Américains au Tyrol et les Français dans le Vorarlberg. Le grand état-major de l'armée allemande considérait que la défaite était inéluctable. Hitler, lui, ne permettait pas que l'on parle de reddition et donnait à ses généraux l'ordre de lutter jusqu'au dernier homme. Très vite, les Américains enregistrèrent des succès. La 3e armée du général Patton s'était introduite au sud de l'Allemagne, dans la Sarre, zone industrielle importante, toujours active en dépit des bombardements. Le 21 mars, Patton avait nettoyé la rive ouest du Rhin sur une distance de 110 km entre Coblence et Mayence. Pendant que les troupes de Patton anéantissaient les Allemands au sud, Montgomery était dans une position idéale au nord pour foncer sur Berlin. Mais, bien que le relief soit plus plat qu'au sud, les barrières naturelles constituées par des cours d'eau étaient impressionnantes. Le Rhin, dans sa partie la plus basse, était extrêmement large et au-delà, il y avait des canaux, la Weser et l'Elbe. Montgomery prépara son attaque avec soin. Son premier objectif était la ville de Wesel. L'attaque fut déclenchée dans la nuit du 23 mars
après un formidable bombardement exécuté par plus de 3000 canons et des vagues successives de bombardiers. Pendant la nuit, les premières vagues d'assaut traversèrent le Rhin. On utilisait pour transporter les hommes de l'autre côté du fleuve toutes sortes de bateaux, allant des petites embarcations aux barges de débarquement. Une fois la conquête de la rive Est assurée, le génie entreprit de construire des ponts à l'usage des poids lourds. Le lendemain matin, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, se rendit sur les lieux du combat. Il observait en fait la dernière attaque aéroportée de la guerre. Au lever du jour, 2 divisions aéroportées furent larguées en avant des têtes de pont pour dégager la route. Montgomery avait su tirer les leçons de la défaite d'Arnhem. Les objectifs des parachutistes se situaient à quelques kilomètres des troupes qui se trouvaient déjà de l'autre côté du Rhin et la jonction des unités eut lieu le jour même. La 9e armée américaine, qui fournissait la moitié de l'infanterie d'assaut, eut moins de 40 tués. Les pertes britanniques furent également très légères. Il n'y eut qu'une seule poche de résistance dans le village de Rees, où un bataillon parachutiste allemand résista pendant 3 jours. À la fin du mois de mars, les Alliés avaient franchi le Rhin sur une longueur de 320 km du nord au sud. Et pourtant, la Wehrmacht n'était pas encore vaincue. Les Alliés se dirigèrent ensuite vers la Ruhr, le centre industriel allemand. Les usines de la région, et en particulier celle de Krupp, étaient encore capables de fabriquer des munitions. Les attaques combinées des blindés, de l'infanterie et de l'aviation permirent aux Alliés de progresser rapidement de ville en ville. Les unités de la Wehrmacht se battaient avec courage, mais la masse des Alliés écrasait les défenseurs. La 35e division américaine progressa en un seul jour de plus de 153 km vers l'est de l'Allemagne. La Ruhr était encerclée et les Américains faisaient désormais route vers l'Elbe, dernier fleuve avant Berlin. Pendant ce temps, dans le nord de l'Allemagne, les armées de Montgomery se heurtaient à une résistance déterminée et bien organisée. Les Allemands, le dos au mur, tentaient dans un ultime effort de faire reculer l'ennemi. Mais la ruée des Britanniques et des Canadiens était irrésistible et le grand port de Hambourg tomba rapidement entre leurs mains. Montgomery reprit sa marche vers Berlin. Eisenhower adressa un message à Staline pour lui signaler les grandes lignes de son plan. Les Américains et les Britanniques mettraient fin à la résistance dans la Ruhr et avanceraient dans le sud afin d'empêcher que la région ne devienne un bastion pour l'armée allemande. Dans son message, Eisenhower ne considérait pas Berlin comme un objectif essentiel pour les Alliés, ce qui choqua profondément les Britanniques. Cependant, la ligne de conduite des Américains prévalut.
Berlin ne pouvait pas constituer l'objectif le plus important sur le front de l'Ouest. Pour Eisenhower, détruire ce qui restait des armées ennemies constituait l'objectif primordial qui passait avant la mainmise sur un centre historique ou administratif, si important soit-il. Ville après ville, le Troisième Reich tombait à présent aux mains des Alliés, mais les Allemands continuaient toujours à se battre. À la mi-avril, les Britanniques libéraient le camp de concentration de Belsen et les Américains arrivèrent à Buchenwald. Décrire la guerre comme un enfer est courant, mais les camps étaient bien plus atroces encore que la guerre. À Belsen, les Britanniques trouvèrent 10 000 corps non enterrés. Beaucoup d'êtres vivants n'étaient en fait que des corps qui respiraient encore. Des rumeurs concernant ces camps avaient circulé tout au long de la guerre. Il fallait constater que la vérité allait au-delà de ce que l'on avait imaginé de pire. Même 50 ans plus tard, ces scènes sont encore insoutenables. Et pourtant, des êtres humains avaient été capables de commettre de tels crimes. Des crimes contre l'humanité. Les cheveux des prisonniers étaient récupérés pour le rembourrage des matelas et l'isolation des sous-marins. On arrachait les bridges en or de la bouche des prisonniers, dont beaucoup périrent dans des chambres à gaz. Voilà ce qu'était la réalité de l'Holocauste. Les Juifs périrent en raison de leur race, mais d'autres personnes souffrirent et moururent également dans les camps. Il y avait des Allemands qui s'étaient opposés au régime, des homosexuels que l'on forçait à porter un triangle rose, des bohémiens, des malades, des infirmes. Tous étaient considérés comme étant un fardeau pour la race supérieure et la plupart furent massacrés. On se servait également de jumeaux pour faire des expériences génétiques. Les Alliés ne pouvaient détacher dans les camps pour soigner les prisonniers qu'un effectif réduit de médecins. De petites unités médicales étaient toutefois détachées pour venir en aide à ceux qui en avaient le plus besoin. La population des environs fut contrainte de pénétrer dans les camps afin de voir ce qu'elle avait toléré et pour enterrer les morts. Les médecins militaires, alliés, ne pouvaient faire que peu de choses pour sauver les milliers de personnes qui étaient en train de mourir. Ils ne pouvaient qu'alléger légèrement leur souffrance. Au moins, tous ces malheureux pouvaient-ils mourir sachant que les nazis avaient été défaits. Le 20 avril, les troupes de la 7e armée entrèrent à Nuremberg, lieu mythique du parti nazi. La ville, comme la plupart des grandes villes allemandes, avait été presque entièrement détruite, mais assez de vestiges du passé subsistaient pour rappeler le sinistre régime nazi. La victoire était toute proche, mais le président Roosevelt ne vécut pas assez longtemps pour pouvoir la célébrer. Il fut emporté le 12 avril 1945 par une hémorragie cérébrale. Hitler, lui, survécut, mais pas de beaucoup. À la mi-avril, les jours de l'Allemagne nazie étaient comptés. Son centre était mortellement touché. Vienne tomba aux mains de l'armée rouge. Plus de 6 millions de soviétiques étaient déployés sur le front de l'Est. 3 millions de soldats alliés approchaient venant de l'Ouest. Il restait toujours 5 millions d'Allemands sous les armes, mais ils étaient dispersés dans le vaste empire du Troisième Reich qui s'étendait des îles de la Manche à la Norvège et à la Grèce. Les villes allemandes étaient en ruine et l'outil industriel mortellement blessé.
Niant toute réalité, les services de la propagande nazie continuaient à produire des films et des chansons glorifiant la race aryenne. Les actualités montraient comment l'État-providence combattait la pénurie. Comment les dommages causés étaient insignifiants et comment ils pouvaient être rapidement réparés. Insensiblement cependant, les actualités changèrent de ton et donnèrent au peuple allemand un premier aperçu du désastre qui l'attendait. Le parti nazi avait établi son état-major à Berchtesgaden, dans les Alpes bavaroises. Des tunnels avaient été creusés sous la montagne, au-dessus de laquelle avait été érigé le nid d'aigle de Hitler. De là, le Führer avait, des mois auparavant, tissé la toile dans laquelle la plupart des pays européens avaient été pris. Le 4 mai, les troupes américaines pénétrèrent à l'intérieur de ce temple du Troisième Reich et le trouvèrent vide, à l'exception de provisions considérables en vin, alcool et victuailles de toutes sortes. Lorsque les Américains quittèrent les lieux, les habitants de la région se livrèrent au pillage, stupéfaits du luxe dans lequel vivaient les chefs nazis. Le 16 avril, 11 armées soviétiques se préparaient à livrer la bataille de Berlin. Les Britanniques s'étaient rapprochés de l'Elbe, les Américains et les Français progressaient à travers l'Allemagne du centre et du sud. Le 27 avril, les forces du maréchal Konev firent leur jonction avec les Américains sur l'Elbe. Les armées britanniques et soviétiques se rencontrèrent quelques jours plus tard. Cela marquait la fin de l'offensive de Montgomery. Le général Eisenhower avait décidé de laisser les Russes prendre Berlin. Il fallait s'attendre au pire. Les Allemands savaient que les Russes les haïssaient, et ce, non sans raison. Des millions de Soviétiques étaient morts par la faute de Hitler. Les armées de Staline tenaient désormais leur revanche. Hitler, ainsi que l'état-major qui lui restait fidèle, organisèrent une défense rue par rue. Les jeunesses hitlériennes et des unités de la garde nationale furent équipées de lance-grenades et de fusils, avec quelques munitions. Mais une telle défense ne pouvait arrêter l'armée rouge. Staline, dont le souci de la vie humaine était fort mince, avait d'ailleurs envoyé autant d'hommes qu'il était nécessaire pour écraser la ville. Le 21 avril, Berlin et ses 75 000 défenseurs étaient encerclés par l'armée rouge. Les Russes avançaient quartier par quartier et rue par rue. Ils tirèrent presque 2 millions d'obus d'artillerie. Les principaux points de défense étaient situés sur la Spree et sur les canaux Teltow et Landwehr. Au cœur de tout cela se trouvait le bunker d'Hitler. Le 28 avril, les Soviétiques étaient à un peu moins de 2 km de la chancellerie du Reich et du Reichstag. Le 29 avril, Hitler se maria avec sa maîtresse Eva Braun. Dans la soirée, cette dernière envoya son alliance accompagnée d'un message d'adieu à une de ses amies. Le jour suivant, Hitler se suicida dans son bunker, entraînant dans la mort sa nouvelle épouse. Leurs corps furent brûlés. À Berlin, les troupes russes nettoyèrent les dernières poches de résistance. Dönitz,
Jodl, Speer étaient parmi les dignitaires les plus importants à se rendre. Göring tomba, lui aussi, entre les mains des Américains. Il fut autorisé à tenir une conférence de presse, ce qui fut fort mal vu de l'opinion internationale. Le 2 mai, on assista à la reddition sans condition des forces allemandes en Italie. Le grand amiral Dönitz, désigné par Hitler comme son successeur, fut mis en prison. Le 5 mai, les Allemands se rendirent aux Pays-Bas, au Danemark et dans le nord de l'Allemagne. Le 7 mai, le général Jodl et l'amiral von Friedeburg signèrent la capitulation sans condition de l'Allemagne à l'état-major du général Eisenhower à Reims. Le 8 mai, le maréchal Keitel signait à Berlin les derniers documents de capitulation sans condition. Zhukov, Teder et le général Delattre de Tassigny représentaient les Alliés. Ainsi, la guerre en Europe finit-elle officiellement le 8 mai à 23h01. Peu de temps avant l'heure fixée pour sa pendaison, Göring se suicida. Le 24 mai, Himmler se suicida également pour échapper à la potence. Goebbels mit fin à ses jours dans le bunker avec son épouse et après avoir donné la mort à ses 6 enfants. En Norvège, Darville, commandant les forces aériennes, conduisit la cérémonie officielle de reddition. Le général Heiner céda les îles de la Manche. Un certain temps s'écoula avant que les sous-marins allemands entendent parler de la capitulation. 120 d'entre eux se rendirent, un à un, dans le courant du mois de mai. Le monde avait payé un prix terrible pour la liberté. Plus de 7 millions d'Allemands avaient été tués depuis septembre 1939, 20 millions de Soviétiques et environ 300 000 Américains, 600 000 Français, 400 000 Britanniques avaient péri. Au total, la guerre en Europe avait coûté la vie à plus de 33 millions de personnes. Mais le jour de la victoire, les Européens ne pensaient pas aux problèmes qu'ils avaient à résoudre, bien qu'ils fussent nombreux. L'Allemagne restait au cœur de l'Europe. Ces millions de survivants ne pouvaient être ignorés. Les infrastructures avaient été détruites et les vivres manquaient. Les alliés de l'Ouest, à l'exception des Américains, n'étaient guère à même d'apporter beaucoup d'aide. La Grande-Bretagne était pratiquement ruinée, les Néerlandais mouraient de faim, la France et le reste de l'Europe du Nord étaient encore traumatisés par les années d'occupation. Cependant, un plan d'action fut mis en œuvre. Au regard de la loi, les Alliés étaient maintenant légalement responsables de tous les détails de la vie dans l'ex-Troisième Reich. L'Allemagne fut divisée en 4 zones, soviétique, britannique, américaine et française. La ville de Berlin, située dans la zone contrôlée par les Soviétiques, fut, elle aussi, partagée en 4, mais rapidement des dissensions s'élevèrent entre les Alliés. La guerre froide commençait.